C'est l'épisode 406 qu'on vous propose cette semaine, ce 8 juin 2023, avec comme partenaire de jeu, d'un côté en direct de Suisse, Thierry Weber, de l'autre côté, en direct de France, nous avons Aurélien. Salut. Tous les deux, j'espère que vous allez bien. C'est les vacances qui approchent, c'est l'été, il commence à faire doux, chaud, même dans certains cas, chaud, enfin voilà, c'est de temps. Météo, c'est le point météo, hein, je fais le point météo en début d'épisode. C'est comme ça, comme ça c'est fait. Est-ce que vous aviez des choses à dire en début d'épisode comme ça, des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire et que vous voudriez dire? Profitez de cet instant qu'on propose avant d'attaquer notre revue de presse. Moi, j'ai envie de dire, j'aime la Normandie et sa météo incroyable. Voilà. Voilà. Vous comprendrez pourquoi plus tard dans l'épisode. Moi, je pensais que t'aimais bien la Bretagne. Oui, alors, je suis toujours aux couleurs de la Bretagne. Hein. J'ai toujours une marinière, comme tu peux le voir pour ceux qui ont l'image. Ouais. Mais la Normandie, c'est pas mal non plus, même si j'ai aussi un super Park and Ride, un Park for Night en Picardie. En Picardie. Ah, mais plus ça va, plus il se rapproche de chez lui. Tu sais, moins il va. Voilà. Au début, il a l'air en Bretagne, maintenant la Normandie. C'est là, il va bientôt il va dire disons, la Bourgogne c'est super. Oui. Il va dire, les Alpes c'est génial. Lausanne finalement c'est pas si mal. Ouais, c'est pas si mal. Oui, tout est possible. Mais bon, ceci dit, l'été en Bretagne c'est très bien aussi. Hein. La pluie est chaude, paraît-il. Oui. Donc, il fait plusieurs fois beau par jour. Beau, ouais. On se moque, n'empêche que moi j'adore la Bretagne. Enfin, soit, voilà. Donc le principe, c'est, je le répète pour ceux qui seraient distraits, c'est une revue de presse qu'on vous propose dans les technos, compilée par mes deux petits camarades. Donc ça part un peu dans tous les sens. On ne parle pas nécessairement de ce dont tout le monde parle. Non. Il y avait une keynote Apple, par exemple. On pourrait vous en faire des louches. Mais tout le monde l'a déjà fait, donc pourquoi le faire? Je suis sûr que nos confrères ont fait ça très très bien, d'autant qu'ils sont pas du tout payés par Apple pour en parler, ça on en est sûr. Par contre, ça leur fait beaucoup de vues, etc. Donc on voudrait pas les priver de ça. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil ou écouter ce qu'ils ont à dire sur les différents produits qu'ils n'ont pas pu tester, mais dont ils parlent quand même. Donc voilà, nous on parle aussi d'Apple, hein. Oui, un petit peu. Il a vu plein de pommes. Il a vu plein de pommes en Normandie. Il en a marre. Des vaches aussi, beaucoup de produits laitiers. Donc voilà, alors on a l'air de dire du mal, mais c'est pas vrai, on ne dit pas du mal. D'ailleurs, on attaque tout de suite ce fameux abécédaire par la lettre A, comme Apple. Ah oui, on peut en parler quand même, mais pas tout à fait de la même manière que d'autres. La marque à la pomme qui insiste lourdement, presque, sur la sécurité, Thierry. Oui, je vous en ai parlé dans un très très ancien numéro des technos sur ce fameux hôtel que j'avais pu voir au CES à Las Vegas qui arborait une pub pour dire chez nous la sécurité c'est quelque chose d'important et tout. Je me rappelle plus exactement le slogan. Le joke à l'époque qui était vraiment très très bien trouvé de la marque à la pomme, c'est qu'ils avaient collé cette affiche gigantesque, hein, quand je dis une affiche, c'est un truc qui fait, je sais pas, 10 étages de haut, et c'était le fameux hôtel qui s'était fait pirater son fichier client. Donc voilà, c'était assez marrant de se balader au CES et puis de voir une pub Apple sur les aspects de sécurité. Non, alors je crois que tu as raison, Marc, de dire qu'ils insistent lourdement, parce que dans cette keynote, vous avez peut-être vu cette keynote, moi je me le suis tapé, j'ai arrêté de compter le nombre de fois où je voyais ce fameux logo de la pomme qui est déguisé en cadenas. Vous imaginez le logo de chez Apple, mais au lieu d'avoir la petite feuille qui sort de la pomme, eh bien c'est un cadenas, voilà. Et on vous en met à toutes les sauces. Alors on sait qu'ils ont fait beaucoup de choses pour la sécurité. Il y a par exemple la navigation sur Safari, sur iOS, qui a été sacrément améliorée, mais là on va encore plus loin. Safari du côté Mac aussi, ils en remettent une couche. L'iPhone avait déjà fait parler de lui par rapport bien justement à l'impossibilité de faire le lien avec certaines apps, dont celle de Mark Zuckerberg, qui l'a bien énervé parce qu'il pouvait pas, avec les cookies tierces, continuer à nous traquer. Et on vous vend de la sécurité, en veux-tu, en voilà.
Et tout ça, ça m'a fait un petit peu sourire parce que c'était à la fois un discours, on va dire, légitime, intéressant, fondé. Après, je vous citerai un exemple, moi, qui me fait rire quand on parle de sécurité chez Apple, mais je me moque pas, hein, je me moque pas de la sécurité sur les outils et les logiciels Apple, elle est réelle. Mais en même temps, j'ai eu l'impression de voir une keynote pour du PC parce que on n'arrêtait pas de faire de la course à la caquette la plus longue puisqu'on a parlé puissance, on a parlé nombre de RAM, on a parlé gigahertz, on a parlé et ça m'a saoulé parce que c'est un discours moi qui je pensais être révolu, qui non, même du côté du monde des PC, il est plus si mis en avant. Et ça m'a déçu de voir chez Apple ce discours aller aussi sur ce créneau-là de nous servir. Voilà, on est plus ci, on est plus ça, on est plus puissant. Ouais. Il faut être de bon compte. Il y a quand même très peu de marques de PC qui font des keynotes qui sont autant regardées, autant suivies qu'Apple. C'est déjà un premier élément. Donc, oui. Voilà, c'est très belle prod au demeurant. Mais on est bien d'accord qu'on est plus, en tout cas sur ces produits-là, hein, que ce soit la tablette, le téléphone et l'ordinateur, sur des évolutions plutôt que des révolutions. Ça fait quelques années maintenant qu'on le dit. Donc voilà, bon, ils mettent en avant des arguments qui sont des arguments technico-commerciaux, on va dire, voilà. Parce que c'est vrai que quand on voit la puissance de certaines machines, on se dit, mais qui a besoin de ça c'est juste de la démesure. Bon, voilà, on connaît le créneau d'Apple et on va pas commencer à rentrer dans ce jeu de critique. Ceci étant dit, la sécurité, pour revenir aux annonces, il y a quand même une dizaine d'annonces qui concernaient la sécurité liée à Messenger, etc. Peut-être que là, il y a un autre argument qui est aussi technique quelque part, mais qui est tout aussi commercial, c'est de se dire, voilà, par rapport à d'autres, on a déjà parlé de ça aussi, les appareils Android ne sont pas exempts de tout risque de sécurité. Via le Play Store, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts ces dernières années pour avoir des applications qui sont un peu plus cadrées, malgré tout, ils se servent des armes dont ils disposent chez Apple. Ouais. Je sais pas si petits exemples. Oui. Voilà, juste pour très vite, les deux petits exemples qui m'ont fait sourire dans cette liste justement de choses amenées comme étant des plus au niveau sécurité, c'est le fameux check-in. Vous imaginez que vous avez à rentrer chez vous, vos parents vous attendent parce que vous êtes une jeune ou un jeune ado, ou alors c'est votre femme, votre mari qui vous attend, et donc du coup check-in c'est une petite app qui va simplement dire tiens, je pars maintenant et je devrais arriver à telle heure, et puis si jamais j'arrive pas à telle heure, on peut déclencher des actions, ou au contraire, dès que je suis arrivé, coucou, je suis dans la maison, je suis arrivé. Tout ça, si jamais, moi je l'avais fait pour faire des jokes, mais aussi pour m'en servir utilement. On peut très bien le faire avec un petit script chez Raccourci, et ça coûte rien, et c'était déjà donc fondamentalement intégré. L'autre truc qui me fait rire, c'est le live voicemail. C'est quoi? C'est la retranscription en live de quelqu'un qui vous laisse un message vocal sur votre téléphone. Alors, il faut qu'on m'explique à quoi ça sert et pourquoi c'est une sécurité. Parce qu'en gros, salut Marc, c'est Thierry. Écoute, au sujet d'hier, je voulais te dire, et en fait, au moment où je te parle sur ta boîte vocale, toi, tu peux lire le message que je suis en train de te déposer. C'est bizarre, oui. J'ai pas encore compris. Je pense que c'est une espèce de convergence dans ce domaine-là entre la voix et l'écrit, et c'est de plus en plus présent aussi quand on parle d'intelligence artificielle. Hein. C'est que à un moment donné, quel que soit le moyen de communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, celui qui a envie de le consommer à l'écrit ou à l'oral pourra le faire de manière tout à fait il peut choisir son camp. Il peut choisir sa source, sa manière de le consommer, indépendamment de la source. Voilà. Est-ce que ça va changer le monde? J'ai pas vraiment l'impression, mais voilà. Ceci étant dit, ça rend des services indéniables à certaines catégories de personnes de la population, parce que si tu n'as pas l'usage de la vue, par exemple, le fait d'avoir un mail lu correctement par une IA, ça a du sens. Le fait d'envoyer un mail écrit, mais en le dictant, ça a du sens aussi. Donc, voilà. Aurélien avait peut-être un truc à rajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit, ou pas? Oui, alors deux choses sur la transcription des messages vocaux. J'ai été surpris
en interne au techno, c'est pas un secret, on utilise Slack et le fait de laisser un message sur Slack, dans les 5 secondes, c'est retranscrit, même un message. Et Thierry pourra en témoigner. Même un message très très long, c'est en 5 secondes, poum, vous avez la transcription. Après, oui, il y a plein de. Enfin, je sais pas, vous êtes il y a beaucoup de gens, ils passent du temps dans les transports, vous êtes dans le train. Vous avez pas envie vous êtes en train de lire des choses, vous lisez votre message. Tranquillement, sans avoir besoin d'oreillettes. Et dernier point, il me semble que cette semaine, alors est-ce que c'est lié aux annonces d'Apple, mais il y a une nouvelle faille sur iPhone qui vient d'être sortie. Il y a un article dans la presse qui a été relevé. Alors j'en sais pas plus, mais en tous les cas. Je veux bien qu'ils fassent qu'ils mettent tout sur la sécurité. L'apologie de la sécurité. Voilà, ils sont pas exempts non plus de tout reproche ou de toute. Et ils sont pas à l'abri non plus de différents types d'attaques. Ça, on le sait bien, je pense de manière générale. Voilà. Enfin bon, il y a toujours un débat autour de ça. On laisse ça de nouveau aux gens qui ont dont c'est la spécialité de parler d'Apple. Il y a des podcasts qui ne parlent que de Apple. Et donc ils ont certainement les idées beaucoup plus claires que nous par rapport à ça. Ils ne connaissent que Apple, c'est un peu dommage pour eux. Enfin, bref. La lettre C, comme Chine, Aurélien, voyageons un peu, quand la Chine devient le 3e avionneur mondial. De quoi s'agit-il ? Ouais. Moi, j'ai que des Airbus, donc ça m'embête, il y a un nouvel avionneur. Dans ma collection d'avions, je n'ai que des Airbus. Non, alors c'est un article de Géo cette semaine qui m'a interpellé. Parce que donc le 28 mai, c'était il y a quelques jours, il y a eu le premier vol commercial d'un avion entre Shanghai et Pékin qui se baptise le C919. Alors, c'est un avion qui a été créé par l'entreprise d'État Commercial Aircraft Corporation of China, COMAC. Et donc, ça y est, on se retrouve avec hormis Airbus et Boeing, on se retrouve avec un 3e avionneur qui, donc, comme je l'ai dit, c'est l'État, c'est la Chine, c'est l'empire de Chine. Donc, eux font une communication en Chine hyper emballé en disant voilà, ça y est, maintenant on va voler sur des avions chinois, regardez la belle puissance industrielle qu'on a, c'est le nouvel air, c'est voilà. Bon, la réalité, c'est ce que pointe l'article de Géo, c'est que en fait, dans leur avion, il y a énormément de tech qui viennent de l'Europe et des US. Oui. Alors je prends quelques exemples. Le moteur vient d'une boîte franco-US qui s'appelle CFM International. Les pneus viennent de chez Michelin en France. L'électronique de bord, c'est US Honeywell. Donc, je pense que s'ils produisent, et ils vont en produire un paquet, puisqu'ils en ont déjà 1000 en commande, ça fera tourner nos boîtes, mais c'est clair que ça fait un peu peur, parce qu'aujourd'hui, 98% du marché des avions de ligne, des avions commerciaux, c'est Boeing et Airbus, et on a un 3e acteur qui vient pour concurrencer l'A320, le 737 MAX, qui sont quand même des fleurons européens. De ligne, voilà, le fleuron européen. Voilà, donc, comme je le disais, oui, il y a européen et américain pour Boeing. Merci Thierry. Comme je le disais, donc il y a plus de 1000 appareils en commande. Je suppose que il n'y a pas trop à craindre parce qu'ils doivent. Je pense que pour voler, il y a des certifications qui doivent être à l'international. Oui. Et donc il n'y a pas, sinon l'accès aux aéroports internationaux leur sont interdits. Donc voilà. Il y a très très peu de compagnies qui ont ce type de problème. Et en général, c'est pas les avionneurs, c'est le manque d'entretien ou les compagnies qui sont trop peu regardantes sur la qualité de l'entretien, etc. qui sont pénalisées. Mais ils ont tout intérêt. Sinon, ça sert à rien.
ils vont faire 3 tours et puis c'est pour faire des baptêmes de l'air. Ouais, enfin, entre Shanghai et Pékin, t'as déjà un trafic qui est non nul. Hein. Bien sûr, ils ont un grand pays, donc le vol intérieur, ça a du sens, quelque part. Beaucoup plus qu'en Belgique, par exemple, parce que le vol intérieur, t'as à peine décollé, t'es en bout de piste, t'es déjà au bout du pays. Donc, je te parle pas de la Suisse, alors. Oui, c'est ça. Et là, pour ça, on fait un Genève-Zurich. Il faut rabattre les ailes parce qu'il y a les montagnes en plus. Donc, Non, mais en plus, tu vas prendre plus de temps à attendre pour monter dans l'avion que le vol lui-même, qui fait moins de 30 minutes. Donc, c'est ridicule. Puis, il y a le contrôle. Mais tout à fait. Il était surpris, il n'a pas vu venir l'accent. Non, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, alors, il faudrait se renseigner. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semblait qu'il y avait, enfin, c'est souvent le cas avec la Chine justement quand on importe chez eux des technologies, c'est que après un certain temps. C'est les contrats qui sont faits comme ça pour emporter le marché. Après un certain temps, ils peuvent commencer à produire sous licence de tel ou tel fabricant, etc. C'est vrai dans tout ce qui est technologique, mais c'est vrai aussi dans d'autres types de production. J'avais vu un reportage là-dessus sur derrière, mais c'est sur le jus de tomate. Par exemple, eh ben, ils ont produit pour des sociétés italiennes, tenez-vous bien, ils ont produit du jus de tomate, de la sauce tomate, en gros, pour des sociétés italiennes, avec du savoir-faire italien, avec des recettes italiennes, etc., avec la promesse qu'après X temps, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 10 ans, 15 ans, etc., ils pourraient produire à leur compte, avec les mêmes recettes, la même sauce, etc., etc. Résultat, sans tomates. Mais avec autre chose que des tomates. Oui, enfin des tomates pour la couleur, mais aussi avec d'autres ingrédients. Ça, c'est une autre affaire. Mais et donc à un moment donné, la société qui est venue avec ce marché en Italie est très contente les 15 premières années parce que ils font un chiffre d'affaires monstrueux. Et puis après 15 ans, on n'a plus besoin d'eux. Merci, bonsoir. Et ils se retrouvent avec un gros concurrent parce que du coup, la Chine a quand même des moyens de production autrement plus importants que les Italiens pour nous parler que de sauce tomate. Justement, Aurélien, toi qui est dans la tech et non, mais au cœur même de l'innovation, ça te suggère quoi de voir que les Chinois deviennent le 3e avionneur mondial? Moi, honnêtement, pour moi, c'est pas une super nouvelle. C'est ça. Ok. Enfin, oui, pour moi, je trouve pas. Mais on pourrait encore dire si ça ouvrait le champ de la concurrence, tu vois, si ça générait une saine concurrence, on pourrait encore un tout petit peu discuter. Mais c'est pas challengeant en l'occurrence parce que ça tire tout le monde vers le bas. C'est ça le problème. Comme tu le disais, Marc, à mon avis, c'est pour les US et l'Europe, c'est un bon calcul à court terme et un très très mauvais calcul à moyen et long terme. Moi, c'est ce que j'en avais retenu. C'est ce que si l'un d'entre vous écoutez à des informations ou on partager une opinion aussi, mais étayée par des informations concrètes, n'hésitez pas à nous les envoyer, soit en commentaire, soit via notre site lestechno.be. On sera très content de vous lire et peut-être s'en faire l'écho lors d'un prochain épisode parce que c'est un sujet qui nous interpelle souvent quand on parle de production en Chine, qu'est-ce qui est fabriqué, pourquoi, etc. Pourquoi aussi on recommence, et ça c'est peut-être pas un mal, à investir dans des usines en Europe pour fabriquer des semi-conducteurs, pour fabriquer des batteries, etc. Ça a du sens aussi, sans rentrer dans de la politique économique internationale, mais ça a du sens de voir comment on peut faire et si on a les compétences requises, je pense que oui, pour pouvoir faire ce genre de choses sous nos latitudes. On passe à la lettre F. F comme futur, c'est de ça dont souvent on parle dans les technos, on va pas se mentir. Thierry, donc F comme futur, quand 2023 sonne comme Back to the Future. C'est énigmatique comme sujet, j'ai presque envie de te dire. C'est énigmatique et ça m'a toujours fait marrer ce fameux titre, Back to the Future, si vous connaissez les films de Zemeckis, que j'adore. Voilà, ça m'a toujours fait marrer puisque le premier épisode, Back to the Future, il retourne dans le temps, donc voilà, comprendra ce qu'il voudra. Alors, je vais vous poser une colle. Pour ceux qui ont l'image, vous aurez probablement les réponses, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast audio et pour vous deux, Marc et Aurélien, quel rapport y a-t-il entre PayPal, Google, VMware, qu'est-ce qu'on peut prendre encore C'est suisse.
Non. L'iMac translucide, par exemple. Vous savez, le premier, là, les... oui, c'est ça. Oui, alors, c'est vrai que le logo PayPal, il est moche, il a su rester moche. Non, mais déjà, là, avec cette petite... déjà, t'as vendu un peu la mèche. On parle de design, non Non, justement pas. C'est même pas ça le point commun. D'accord. C'est juste pour faire le lien avec le futur et puis surtout Back to the Future pour faire le lien avec cette interrogation que j'ai sur ces fameux films, c'est le retour dans le passé, puisque le point commun avec il y en a d'autres, hein, la liste est longue, avec les marques que je viens de vous citer, c'est leur âge. Les gars, accrochez-vous, on va fêter les 25 ans de ces différentes boîtes pour certaines, ou ces objets, puisque l'iMac, il a évolué depuis. Je vous ai sorti un article qui fêtait déjà les 20 ans, mais on est en 2023, c'était en 2018, on est sur les 25 ans de ces boîtes. C'est juste hallucinant, moi ça me dépasse, puisqu'effectivement, pour le coup de certains, 1998 ou 1998 pour nos amis français. Ben voilà, il y a par exemple la fondation Mozilla qui a vu le jour avec le fameux Netscape dans la liste, voilà. Ouais. Eh bien, moi, ça me fait penser que quelques années auparavant, c'était en 90 et quelques, je me payais, je sais plus, 20 ou 30 balles par mois pour simplement avoir une adresse email en Suisse, parce qu'à l'époque, il fallait payer pour avoir des adresses mail avant que tous ces services deviennent gratuits ou se démocratisent. Voilà, c'était juste un petit aparté pour bien prendre dans notre grade le coup de vieux. 25 ans de tech. Et ça fait méchamment réfléchir. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me laisse dubitatif. Moi, je dis, Sébastien, ça fait un sujet en moins. on a un chroniqueur spécialisé dans les anniversaires. Les anniversaires. Eh bien, je l'ai eu, voilà. Et voilà. Et donc, c'est le sujet vieux con. C'était pour Thierry cette semaine. Donc, voilà. Mais en même temps, oui, c'est forcément un sujet vieux con parce que ça ne nous rajeunit pas. 25 ans. Mais alors, c'est rigolo parce que quand tu vois surtout quand c'est lié à des personnes comme les créateurs de Google, par exemple, Larry Page et Sergey Brin, on les voit toujours dans mon imaginaire. Je les vois toujours à cette époque-là, jeunes. Oui. Donc c'est un peu particulier. Donc alors le reste, le lecteur MP3 parce que c'est aussi cette époque-là. Hein, l'iMac translucide de couleur bleue qui était très innovant pour l'époque. Enfin, c'était audacieux comme design. Il faut le reconnaître. Et c'était massif aussi parce que c'était quand même un écran, un tube cathodique, donc un 17 pouces. Il fallait se le coltiner. Donc ça fait son poids, monsieur. Tout ça a mal vieilli. Ça a vieilli. Quand on le voit, on dit on ferait plus ça comme ça aujourd'hui. Par contre, dans l'imaginaire, les gens qui les ont fait ou etc., on les voit toujours jeunes, toujours voilà. C'est ça. Le temps n'a pas, semble-t-il, pas de prise sur eux. Or, en 25 ans, on imagine bien qu'ils ont évolué. C'est plus de la moitié de leur vie, 25 ans. C'est fou. Voilà. Je sais pas ce qu'en pense Aurélien, qui est le plus jeune d'entre nous trois. C'est pas faire injure de le dire. Tu as quoi, 12-13 ans, là? Tu vas sur tes 13 ans? Ouais, j'étais pas né il y a 25 ans. Si, c'est pas vrai. Non, oui, moi, je me souviens de l'époque du lecteur MP3 quand même. J'étais pas bien vieux, mais je m'en souviens. Mais je découvrais la techno, en fait. Enfin, la technologie. On n'était pas encore là, nous. Pas, bien sûr. La technologie. Oui, je me souviens de l'époque où, souvenez-vous, tout était translucide. Je crois même encore qu'ici au bureau, je dois avoir une clé USB translucide. C'est pas faux. C'était l'époque où on montrait ce qu'il y avait dedans. Oui. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque comme ça où tous les trucs tech étaient... Les téléphones étaient transparents, les téléphones filaires, hein, j'entends ceux qu'on mettait encore... Il y en avait... t'as raison. C'est une mode, Le mec qui a inventé, ça devait être un Chinois à mon avis, qui t'a inventé le plastique translucide ou transparent. Il s'est fait du pognon à cette époque-là. Mais chaque époque a un petit peu son style ou son... Voilà, qui ressort. Mais ceci étant dit, si on reprend l'exemple de l'iMac, faut être honnête, à l'époque, et c'était ça contre ça dont Steve Jobs se battait, les ordinateurs, c'était des trucs gris, couleur mastic,
dans le meilleur des cas, à la IBM, là, vous voyez, les trucs vraiment moches, quoi. Et donc, là, c'était vraiment sortir une machine comme ça et dire c'est un ordinateur, et en plus de ça, c'est un des plus puissants du marché. En tant qu'ordinateur personnel, j'entends, c'était quelque chose, quoi. C'était audacieux. Voilà. Et moi, j'ai connu ça dans les années qui ont suivi, en 99 et encore, je pense, un petit peu en 2000. On commençait aussi à monter un peu de la vidéo sur ce type de machine, et il y avait des salles de presse. Moi, je voyais des salles de presse avec 10 ordinateurs comme ça le long du mur, et les gars qui commençaient à éditer leur sujet sur ce type de machine. Bon, avec plus ou moins de succès, de bonheur, hein, il faut le reconnaître, mais voilà, c'était, ça avait son entrée, et ça faisait bien aussi d'avoir une salle avec des ordinateurs comme ça dans la salle, ça donnait un genre, quoi. C'est bien joué d'un point de vue marketing, tout autant que d'un point de vue technologique, je pense. Ok, bon, on a appris des trucs, hein. Du coup, moi j'ai un coup de vieux. J'ai comme Girodine, et non pas Girondine, Girodine, c'est quand tu coupes, c'est le moteur d'un hélico, et donc ah oui, je vois de quoi tu veux parler, parce qu'on a un peu parlé en off. Ça m'intrigue. Oui, c'est intéressant, Aurélien. Ça m'intrigue. Vas-y, lance-toi. Il a voulu me... Ouais, j'y vais. Alors oui, là, c'est ça. Alors, chapitre Aurélien cherche des sujets pour les technos. Je tombe sur un article qui dit, 2 points, ouvrez les guillemets, Airbus veut essayer le stop-start sur les hélicos. Là, je tombe sur ma chaise, je me dis quoi? Bah ouais. Alors, vous voyez le stop-start, ce que c'est sur les voitures. C'est genre, vous êtes au feu, et là, hop, votre moteur, ça coupe. Parce qu'on n'en a pas besoin à ce moment-là, et puis voilà. Parce qu'on n'a pas besoin de son moteur, et puis quand vous lâchez la pelle d'embrayage, vous accélérez, hop, le moteur se remet en marche. Bah, tiens, on va faire ça sur un hélico, quand on est. Alors, c'est pas vrai. Le titre était un peu... Mais oui, non, oui. Mais, voilà. Donc... On y va. Airbus essaye un démonstrateur. Oui. Pour aller jusque dans le contexte, Aurélien cherche des news. Et donc Aurélien publie ça dans notre Slack commun où on se partage des news. Et évidemment, il le fait. Il dit je rêve. C'est un truc, je sais plus quelle était ton expression exactement. Oui, là derrière, j'ai quand même dit bah oui, ça, c'est tout à fait possible. Et c'est là que tu as un peu enquêté du coup sur l'histoire. Oui, j'ai cherché. Donc Airbus. Fait un démonstrateur d'un type d'hélicoptère qui s'appelle un Girodine. Alors je vais en parler après pour expliquer ce que c'est. Qui s'appelle le Racer pour Rapid and Cost Effective Rotorcraft. Puisque donc du coup le but c'est de faire cost effective, c'est-à-dire qu'il coûte moins cher. Alors, je pense en gasoil. Donc en fait, pour vous expliquer, c'est un nouveau type de Girodine. Alors un Girodine, c'est la même chose qu'un autogire, mais avec un moteur sur les pales. Alors j'y vais. Un autogire, c'est un hélicoptère avec un rotor au-dessus libre, qui peut tourner librement, et des hélices comme des avions pour gérer la propulsion. En tous les cas, l'avance l'avance horizontale de l'hélicoptère. Et ben Girodine, c'est la même chose, sauf que il y a un moteur sur les pales au-dessus. Donc il y a un moteur sur les pales au-dessus et un autre moteur qui gère l'avance. Du coup, il n'y a pas de rotor anti-couple derrière. C'est ça. Donc voilà. Donc ils sont en train de mettre, au point, de finir le montage à Marignane de ce Girodine. Alors, à mon avis, les premiers essais seront au sol, hein, parce que je vais vous expliquer après, ils vont essayer de couper les moteurs. Donc, c'est un projet européen pour le coup, puisque Clean Sky 2, donc le but, c'est de faire des hélicos, je vous l'ai dit, qui consomment moins, qui sont plus faciles. Et vitesse d'avance. Un hélicoptère, aujourd'hui, ça doit aller à 250-300. Là, vitesse d'avance, 400 km/h théorique. Et 5000 chevaux. Et donc, pour en revenir au titre de l'article, c'est qu'en fait, il y a 2 moteurs pour 5000 chevaux. Il y a 2 moteurs dessus. Et en fait, s'il n'a pas besoin d'être à puissance maximale, ils peuvent couper un moteur. C'est ça. Et donc, avancer à leur vitesse de croisière en consommant moins. Donc, il y a une sorte de stop-start. Il ne s'arrêtera pas au feu.
En tous les cas, je voudrais bien être là quand ils vont faire les premiers essais. Raymond, tu coupes le moteur, les premiers essais en vol, je voudrais bien être là. Alors, et si je dois aller au bout du truc, oui, il faut. Marc m'a dit oui, les sapeurs-pompiers de Paris font des essais d'hélicos. Donc, les sapeurs-pompiers de Paris ont 2 hélicos, je me suis renseigné, qui sont à Issy-les-Moulineaux, je pense. Issy-les-Moulineaux, Issy-les-Moulineaux. Côté de Paris, et le Dragon 75 qui peut donc intervenir sur des gens, héliporter des gens, les emmener, voilà. Et donc, il paraît que les sapeurs-pompiers de Paris, je n'ai pas retrouvé la source, pourtant j'ai cherché. Moi non plus, mais ça, on retrouve cet exercice. C'est un exercice quand tu apprends à piloter un hélicoptère, manifestement, à haut niveau militaire. On te coupe le moteur. On t'apprend à gérer effectivement à descendre en autorotation. En autorotation, oui, c'est ça l'autorotation. Alors, c'est-à-dire qu'on désolidarise les pales, enfin le rotor de la turbine, donc du coup, elle continue à tourner par inertie, tout simplement. Et donc, ça crée. On débraye. Ouais. Et donc, du coup, ça garde une certaine portance. Et donc, on peut planer et atterrir. Il ne faut pas traîner. Je vous souhaite une fois de vivre ça, parce que j'ai fait l'exercice d'aller avec un pilote qui a fait son exercice d'autorotation pour une descente. Ouais. Et donc, je voulais juste préciser un truc, juste parce que en matière de vitesse, je voulais pas dire de conneries, mais je l'avais appris parce que je suis passionné moi d'hélicoptère. Il y a une vitesse maximum qui est physique, puisqu'une hélice elle tourne et puis elle va en avant et elle vient en arrière. C'est autour des 300 km/h. S'il n'y a pas d'autre système de propulsion, un hélicoptère ne peut pas aller plus vite que ça, puisqu'effectivement l'hélice avance et recule. Voilà. Oui, et tu sais pourquoi ? Oui, je viens de donner l'explication. Non, parce que au-delà de cette vitesse-là, l'hélice qui avance va plus vite que le mur du son. D'accord. Et donc, c'est ça le problème. Tu passes Mach, donc ah oui, d'accord. Physiquement, tu peux pas faire ça. Tu peux pas. Ouais. Voilà, tout ça pour dire que le start and stop. Ça, et l'exercice, moi j'avais vu ça dans un reportage, je saurais plus dire exactement l'exercice qu'on leur fait faire quand ces pilotes qui sont vraiment vraiment les top pilotes, c'est qu'on leur apprend justement à planer et puis à un moment donné, ils remettent les gaz, ils réembrayent et ils reprennent parce qu'ils vont pas aller atterrir dans les champs non plus. Donc ils reprennent de la portance. Donc en théorie, s'ils ont un problème de turbine en plein vol, avec du sang-froid et de la dextérité, ils peuvent au moins tenter une fois de remettre en route et de reprendre ou le cas échéant, s'ils ont une bonne approche en matière d'altitude, c'est de se poser en autorotation, ce qui est complètement fou, parce qu'effectivement l'inertie plus le trajet de l'air qui va franchir les pales va effectuer une sorte de freinage qui, bien évidemment, à une certaine altitude, te permet de te poser. C'est un peu violent, c'est un peu brusque, ou alors te cracher parce que t'es beaucoup trop haut, parce que effectivement tu peux pas rallumer le moteur ou tu peux plus avoir cette portance. Et la portance en question, elle est tellement importante entre guillemets que c'est le principe de l'autogire dont tu parlais au début de ton sujet, Aurélien, où là tu as un petit moteur, une hélice en gros comme sur un ULM qui va propulser de l'air ou aspirer de l'air plutôt sous une plus grande hélice. Ça va entraîner par mouvement d'air la rotation de cette grande hélice qui va servir de voile virtuelle en quelque sorte pour porter l'appareil en question avec 1 ou 2 passagers par exemple. Voilà, tout ça pour dire qu'on fait comme si on était des grands spécialistes machin etc. Jamais vous ne m'aurez dans un bazar comme ça. Il faut être très très clair. Ne comptez pas sur moi. J'aime bien les regarder. J'aime bien voilà. Mais non, moi je monte sans problème. Moi j'adore. Ouais, mais toi tu sors de chez toi, t'as un héliport au bout de la rue. Donc forcément, tu les vois tous les jours. Pour tout vous dire, c'est là qu'il gare son van. Un jour, il va se tromper. Il va prendre l'hélico au lieu de prendre son van pour aller se promener. Donc voilà. Il y avait peut-être d'autres technos de l'automobile à mettre sur les hélicos avant. Je sais pas, les clignotants, l'airbag, des trucs comme ça. Mais... L'allume-cigare. Siège éjectable. Moi, je pense le start-up, c'est pas le truc auquel on pense tout de suite. On avait pensé au siège éjectable.
effectivement, ce qui existe, hein, mais voilà, c'est un siège éjectable vers le bas et non pas vers le haut. Ceci dit, si on vous creusez un tout petit peu la question, si elle vous passionne, si vous tapez quelques mots-clés dans Google, vous allez trouver plein de trucs, dont un exercice qui est quand même aussi en relation d'ailleurs avec les pompiers, mais cette fois de Marseille, si je ne dis pas de bêtises, c'est d'aller récupérer des gens qui ont eu un accident d'hélicoptère, mais en mer. Et ça, c'est toute une technique aussi, mais ça... Ce sera pour un autre épisode. Allez, on passe à la lettre I comme influenceur. Alors, on change complètement de sujet. C'est pour ça qu'on fait ça sous forme d'un abécédaire, hein, parce que sinon, on ne sait pas comment faire des transitions entre les trucs. Comment voulez-vous qu'on passe d'autogire à influenceur voilà. Vous le savez, les influenceurs, c'est un peu la fête aux influenceurs au niveau européen, au niveau français, au niveau belge aussi. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, on commence à légiférer de ce côté-là aussi. Il faut quand même préciser que il était un tout petit peu temps de mettre un tout petit peu d'ordre dans ce grand bazar que nous proposent certains, pas tous, hein, certains influenceurs. Oui. Oui, je vais faire très très court, mais c'est simplement pour vous dire que même de Suisse, et j'ai malheureusement pas partagé, j'ai pas fait mon boulot pour vous mettre dans les notes de cet épisode également les médias suisses qui relayent la chose, parce que c'était le 24 mars prochain, donc passé, donc c'est tout frais hein, à l'échelle d'une loi. Je sais ô combien les Français sont capables de vite mettre en place des lois, d'en trouver, d'en inventer, voire de faire un peu n'importe quoi. Mais là, je dois dire que je me retrouve un peu à être perplexe. Autant je trouve que c'est une bonne chose, autant il y a peut-être aussi une rapidité non réfléchie à faire ça. En gros, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, le cadre du travail des influenceurs, parce qu'on considère ce que font certains influenceurs comme un job, en tout cas une source de revenus, et je parle pas de ceux qui sont à Dubaï pour en plus ne pas payer leurs impôts, mais là c'est un autre débat parce qu'on vous trouvera toujours des grandes multinationales qui font un petit peu la même chose sans forcément être à Dubaï, mais voilà, force est de constater que les médias français, que ici certains médias suisses sont en train de se dire « Ah ouais, c'est peut-être pas si con ». C'est rapide, ça a été vite mis en place et effectivement, les sanctions sont nombreuses, les règles, les droits et les devoirs aussi, je vais pas vous les lister, mais il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de dérapages. Moi, ce que je voulais partager avec vous, c'était de voir, de partager mon étonnement à quelle vitesse ça s'est mis en place, puisque je vous parle pas de Maître Gims qui parle de l'électricité qu'on trouve sur les pyramides égyptiennes. Ouais, ça, là, ça c'est pas bien méchant, on va dire à la limite. Et non, puis c'est difficile de taxer la bêtise. Voilà. Et en plus, il arrive à... si ça se trouve. Le monsieur, en plus, dans les médias, est arrivé à se moquer de lui-même. Donc voilà, ça reste encore gentillet. Mais quand ça touche de la crypto-monnaie sur des investissements un peu douteux, des produits altérant la santé, ou tout simplement te vendre 100 fois plus cher un truc que tu trouveras à la boutique du coin ou en ligne sur un bon shop en ligne, c'est vrai que ça a de quoi énerver. Moi, ce que je trouve dommage dans cette série de sanctions et de lois, c'est qu'il n'y ait toujours pas une taxe à la connerie, parce que je suis effaré de voir dans des zappings, dans des flux de news, les conneries que j'entends de certains influenceurs. Déjà, conneries et influenceur dans la même phrase, c'est déjà un juron parce que c'est un pléonasme. Non, mais plus sérieusement, ce type-là d'influenceur m'énerve plus au point, parce qu'effectivement, on est en face de petites nanas, de petits mecs qui boivent leurs paroles, qui vont foncer à dépenser de l'argent pour des conneries. Est-ce que c'est ça la motivation des politiques à avoir mis en place ces sanctions, à faire voter ces lois ? Je sais pas. J'ai envie de croire qu'il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi beaucoup d'ego pour que certains de ces politiques ramènent la couverture à eux. Mais moi, ça m'a surpris, voilà, c'est de nouveau un petit passage vieux con, de me dire, tiens, il faut légiférer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des excès. Ça me fait un petit peu sourire, puisqu'en marge de ça, je vais vous parler d'un truc qui existe depuis des centaines d'années, le téléachat. Et là, j'ai pas besoin de vous donner des exemples, hein. Mettons par exemple des menus tout préparés pour vous faire maigrir. Voilà. Non, au-delà de la plaisanterie, je me dis, est-ce que c'est parce que tout ça, c'est plus visible que tout le monde était obligé de se bouger ? Je vous pose la question. Allez, Marc, Aurélien, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense très honnêtement, je l'ai déjà dit,
à d'autres occasions, quand on parlait d'influenceurs dans ce podcast, on n'en parle pas souvent, faut être honnête. Non. On a autre chose à faire aussi, hein. Mais c'est que on a mis des années et des années pour encadrer de manière claire la publicité, par exemple par rapport aux enfants, par rapport aux produits que l'on peut mettre dans la publicité. On peut pas faire de la publicité pour n'importe quoi. Par exemple, les produits médicaux, tu en parlais, il faut que ce soit clairement encadré, que ce soit qu'il y ait du texte autour qui encadre, enfin voilà. Et que tout d'un coup, parce que les réseaux sociaux, c'est un truc tout neuf, tout beau, tout propre, machin, etc., débarque, et que ces gens puissent faire de l'argent en bafouant toutes les règles qui ont été réfléchies, votées au fur et à mesure d'année en année, et que des petits cons comme ça puissent se faire du pognon et en plus de ça en manipulant leur auditoire, ça m'a toujours insupporté. Le fait qu'on puisse dire maintenant, ok, quand vous commencez à gagner de l'argent en parlant d'un produit, vous devez indiquer clairement que c'est de la publicité, machin, etc. Ça me semble assez logique. Les seuls pour qui c'est pas logique, c'est eux. C'est pour vous dire le niveau dans lequel moi je me rappelle, on en avait parlé en Belgique il y a quelques mois maintenant, et comme ce sont des travailleurs indépendants, donc ils travaillent à leur compte, normalement ils doivent publier leur adresse. C'est la loi en Belgique. Quand tu es à ton compte, tu as un siège social qui est chez toi en général quand tu es auto-entrepreneur, comme on dit en France, et donc tu dois publier ton adresse. Et une petite jeune fille qui a dit mais ça je ne peux pas faire, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens vont savoir qui je suis et où je vis, mais à ce moment-là, je vais plus jamais pouvoir vendre quoi que ce soit comme produit. Parce qu'elle avait quand même conscience qu'elle vendait de la daube. Mais elle trouvait ça normal de pouvoir le faire de manière tout à fait anonyme, etc. Donc, c'est vous dire dans le monde dans lequel certains vivent dans leur tête. Voilà, c'est ma petite opinion personnelle. Je passe la parole à mon voisin de droite, Aurélien. Moi, j'avais une question. C'était à qui ce sujet? Oui, je sais plus maintenant. Je réalise que j'ai parlé de ça aussi à quelque part et que je vois Aurélien en face du nom de la news. Mais oui, voilà, c'est ça. Je te donne le prochain sujet, voilà. Mais non, mais c'est parce que, en plus de ça, j'ai lancé le sujet pour vous expliquer. Et je m'attendais tellement que ça soit à moi que je me suis dit, mais c'est. Parce que c'était assez logique. Des trucs, quand même. Il y avait une alternance assez logique entre vous. Donc, dans la conduite, effectivement, I comme influenceur, Aurélien. Donc, normalement, j'aurais dû lancer Aurélien. Mais comme je dis, tiens, j'ai 2 fois Aurélien dans le truc, c'est un truc pas logique. J'ai lancé la cantonade. Et Thierry s'en est saisi. Donc, mais c'est bon, faites le timing, tout, nickel. Et quoi? Non, mais alors, un truc à rajouter en plus ou? Oui, je vais rajouter des trucs quand même. Bah, vas-y. Donc, je vous ai mis dans les liens de du podcast. Oui. Le guide de bonne pratique, parce qu'en France, on fait les choses bien, monsieur le Suisse. On vous fait un guide de bonne pratique. Donc, voilà, vous avez Bercy qui a créé un PDF de bonne pratique. Voilà. Il y aura, mon cher Thierry, si tu veux y participer, chaque année en France, les assises de l'influence responsable. Et il parle même, alors ça va même plus loin, il parle même de certification, de formation et de certification. C'est pas mal, ça. Un influenceur certifié. Moi, monsieur, je suis certifié. Hein, c'est du bon poulet que mais sans rire, moi je trouve ça très très bien. Hein. Ne te moque pas pour une fois que ton pays fait un truc bien. non, moi, surtout ce que je retiens de ça, et moi je suis plutôt content de ça. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle. Ou pas d'ailleurs. C'est que. On est tous très contents, en fait. C'est parfait. Je suis content d'être heureux. Non, c'est que ça protège quand même les consommateurs et les consommateurs jeunes, et ça protège les mineurs aussi, puisqu'on sait très bien qu'il y a des parents qui se servent de leurs enfants pour faire ça, aussi, pour générer de l'argent, et parce que voilà, donc ça c'est grave, et ça il faut que ça s'arrête. Et aujourd'hui à la DGCCRF, alors Direction Générale de RF, c'est répression des fraudes, répression des fraudes, la consommation et de la répression des fraudes, merci. Ils ont maintenant des brigades de l'influence commerciale, donc voilà, maintenant il y a des gens qui sont payés pour toute la journée à regarder des vidéos des vidéos TikTok, les pauvres. Marc, ton futur job. Non, mais c'est voilà. Donc
Donc, il va y avoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à pratique commerciale trompeuse, 2 ans de prison, 300 000 euros d'amende. Hein, donc voilà. Il y avait une interview d'une influenceuse qui vendait les mérites d'un patch contre les ondes des smartphones, qui étaient des patchs qui sont supposés, par magie, absorber les ondes qui sont autour de nous. Et donc, elle s'est fait prendre de voler, donc elle a été mise à l'amende, je sais plus combien, 5 000 euros, un truc du genre. Et au journaliste qui l'interviewe sur cette question-là, elle dit, moi, c'est tout à fait normal parce que j'étais très imprécise, parce que j'ai dit que ça absorbait toutes les ondes, or ça ne les absorbait pas toutes. Vous n'avez rien compris, la fille. Et il y a aussi une pratique qui s'appelle le dropshipping. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Bien sûr. Parle dans l'article que les gens, les influenceurs vendent des produits qui sont même pas en stock, même pas. Qui sont pas en stock. Ça, c'est connu aussi, et c'est des petites merdes en plastique. Enfin voilà, ça n'a aucun sens. C'est de l'arnaque pure et simple, hein, là pour le coup. Tout ce truc d'influence est quelque part basé sur quelque chose qui, pour moi, est de fait un vrai problème. C'est-à-dire qu'on use de son influence pour vendre des produits. Je trouve que c'est un coup de canif. C'est un coup de canif qu'on a vis-à-vis de l'auditeur qui nous écoute. On conclut, parce qu'on traîne sur ce sujet. Si je veux bien. Bon, alors, en fait, ils disent que l'influenceur, c'est son métier. Ils ont défini clairement ce que c'était. Ouais. Je vais lire ils disent que c'est la pratique qui consiste à titre onéreux à mobiliser sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services. Aujourd'hui, il y a une définition. Oui, mais c'est bien d'avoir une définition, mais enfin, tu l'appelles dans la rue comme ça, d'un trottoir à l'autre, en disant « dis ». Toi qui... voilà, c'est beaucoup plus simple. Toi qui promeut à titre onéreux. C'est quand même beaucoup plus simple de le traiter d'ordure. Donc voilà. Passons à la suite. Avec la lettre K comme KVA. Je sais que ça c'est un sujet de Thierry. Alors moi j'ai un truc à dire. Alors le KVA, le qui le vole un père. Je vais le faire en 2 minutes. Je vais le faire en 2 minutes pour te laisser plus de temps pour ta prochaine chronique. Je m'en veux parce que je vous mens pas. Les médias suisses ont parlé de ce qui se passe en France autour de l'encadrement des influenceurs et j'étais persuadé que je venais avec ce sujet. Alors je fais très court pour laisser du temps. Après, on va parler voiture électrique, ça tombe bien. Ça n'a rien à voir. KV1, c'est pour faire mon Aurélien, pour faire un peu de chauvinisme, mais cette fois-ci, c'est pour la Suisse, puisque KVA, c'est une initiative suisse. Je suis très heureux de vous parler de ça. KVA, quand les Suisses te régalent en popcorn, ça veut dire, en fait, te régalent de contenu sur des plateformes de streaming gratuits. Voilà, en fait, l'idée qui se cache là derrière... Il livrait du maïs. non, pas du tout. pas du tout. C'est une initiative qui vient du monde de l'audiovisuel. Dans l'équipe, il y a un de mes étudiants que j'avais eu l'occasion de rencontrer il y a de ça des centaines d'années et qui a œuvré dans le monde de la production vidéo, dans le film publicitaire, mais aussi dans la fiction. Et force est de constater que quand il faisait des contenus pour, par exemple, des commandes, que ce soit pour nos amis de la RTS ou d'autres chaînes de télé, il se retrouvait à pas forcément avoir une mise en avant, une visibilité à la hauteur de la prod ou de la qualité de ses contenus. Et la raison pour laquelle je vous parle de KVA, c'est que c'est gratuit. C'est pas un concurrent de Play Suisse, je vous en avais peut-être parlé. C'est l'équivalent de Player qu'on a dans d'autres pays où on regroupe des prods faites par des télés et des services d'État. C'est pas du tout là-dedans qu'ils veulent se placer, mais c'est dans l'idée de dire on va réunir des choses qui mériteraient encore plus de visibilité, qui ont de la qualité, etc. Et si je vous parle de ça, c'est qu'il y a de la fiction, il y a de la série, il y a du film
et du podcast. Et quand je suis tombé sur des créations et des contenus que j'avais jamais vus, et j'ai pas la prétention de tout savoir ce qui se passe ici en Suisse, j'ai pris une belle claque et je me réjouis de voir ce que ça va donner. Le modèle économique reste encore à définir par rapport à comment ils vont financer les producteurs. Là, on parle, je pense, de contenus qui ont déjà existé, qui ont peut-être même déjà été diffusés. Voilà, c'est une belle affaire à suivre et c'était mon petit coup de cœur. Allez, Chauvin, Suisse. Il faut être clair, parce que tu n'as pas prononcé le mot, mais c'est une plateforme vidéo, en fait. Audio et vidéo. Il y a du podcast audio. Voilà. C'est un prime à la suite. Multimédia, et je trouve ça... mais sans payer. Ouais. C'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. À Play Suisse, non, Play Suisse, c'est payant ou il faut s'inscrire C'est gratuit, il faut s'inscrire. Play Suisse, c'est la plateforme... C'est la plateforme vidéo de la du service, du service public, qui est très bien aussi. Tu vas trouver des contenus dans toutes les langues et c'est tout traduit. Si vous passez par un VPN, vous pouvez aller sur cette plateforme qui regorge de belles pépites aussi. Oui. Et puis, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'effectivement, le modèle économique va peut-être se créer autour de ce qu'ils appellent les claps, donc des applaudissements en parallèle des likes, des pouces en l'air, des choses comme ça, pour un petit peu mettre en avant la prod et la qualité suisse. Voilà. Bien. Moi, je trouve que, voilà, c'est bien. Puisqu'on parle de plateforme vidéo et d'originalité, etc., je voulais juste souligner, c'est pas du tout le même genre, mais c'est du contenu aussi, et du contenu de qualité aussi. C'est l'INA en France qui a ouvert une partie de son catalogue et certains épisodes de vieilles séries qui datent d'il y a très longtemps, qui sont accessibles gratuitement, je pense d'ailleurs. Renseignez-vous, allez voir sur le site de l'INA. Et vous trouverez comme ça du contenu divertissant qui sort un peu de l'ordinaire, de la routine. En France, on dit l'INA, non ? On dit l'INA en France. Ici aussi. Moi, j'ai dit INA parce que voilà, j'avais envie de dire INA parce que ce sont les lettres INA. Voilà. Mais voilà. Moi, je trouve que c'est une initiative intéressante. Institut national des archives. Voilà, c'est ça. On n'a pas vraiment d'équivalent en Belgique, si je dis pas de bêtises. Ouais, audiovisuel, ouais. Oui, on n'a pas vraiment voilà, parlez-vous entre vous, moi je vais continuer mon podcast. On n'a pas vraiment d'équivalent en Belgique. Oui, c'est ça. Si t'es pas gentil, je vais chez le log. Hein. Oula. Allez, c'est une petite private joke. T'es comme Tesla. J'avais un truc à rajouter sur... vas-y, rajoute. Vas-y. KVA, t'as le temps. Donc je vais chroniquer le KVA. Donc le KVA, c'est une unité que vous pouvez trouver sur les plaques des transformateurs, le kilovoltampère. Oui. Je l'avais dit juste avant, mais bon. T'avais pas entendu. Oui, t'avais pas entendu parce que tu parlais avec ton petit camarade, alors forcément tu m'écoutes pas. Weber, unité de mesure de flux magnétique. Voilà. Exactement. Weber, c'est ça. De mesure. Voilà. Et Tesla, t'es comme Tesla, unité dans un instant, il va nous faire la règle des 3 doigts, les machins, etc. Ah oui. Oui. Change de la place, je peux vous faire un cours. T'es comme Tesla, Aurélien. C'est à toi de parler, je pense. C'est ton sujet. Là, je vais vous dire qu'il y en a de la force de la place et du couple et tout ce que vous voulez, puisque la Tesla Model S, je vais parler voiture, Tesla Model S électrique, donc une voiture électrique, a rebattu un record qu'elle possédait sur le circuit allemand de Nürburgring, qui est un circuit de Formule 1 connu pour l'appeler l'enfer vert. Je savais pas ça, l'enfer vert. Pourquoi il y a plein de virages, plein de montées, des dénivelés, des trucs. C'est un très beau circuit. Ouais, je te parle peut-être à Thierry qui suit des courses, je sais pas. Non, il fait des courses. Il fait des courses. Donc la Tesla Model S Plaid a battu le record en 7 minutes 25 secondes 231 millièmes pour faire les plus de 20 km du tour. C'est quand même assez fou, surtout que c'est une voiture que vous pouvez acheter, une voiture de série qui développe 1020 chevaux. Imaginez un peu, ça fait un peu de puissance. Le 0 à 100 en 2,1 secondes et une vitesse max de 322 km/h. Et l'hélico, ça sert plus à grand chose. C'est ça. Alors, pour vous offrir ce petit bijou, il vous faudra une Tesla Model S et il vous faudra, et c'est là où il y a une petite nouveauté, un nouveau pack qui s'appelle le Track Pack.
dans lequel ils mettent des pneus différents, des jantes différentes, des freins différents. Pour la moitié somme de 18 500 € supplémentaires. Bon, il faut vraiment être, à mon avis... C'est le prix de la sécurité aussi, en même temps, hein, je pense. Oui, je pense. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle a battu la Porsche Taycan électrique de 8 secondes. De 8 secondes sur les 20 km. J'ai calculé, ça fait quand même 160 km/h de moyenne. Et alors, dans les notes du podcast que j'ai mises, c'est un article de Clubic, je crois. Non, Frandroid. Frandroid. Et il y a la vidéo du tour, si vous voulez, dans la voiture. Le revivre. Le vivre, ou le revivre, en tous les cas. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de faire ça en électrique. Les contraintes thermiques de l'électronique de puissance, de refroidissement du moteur, de plein de choses, ça doit être monstrueux. Et alors, on en revient à la discussion, oui, est-ce que la Formule 1 fait avancer l'automobile? Est-ce que la Formule 1 génère de la recherche des technos qu'on retrouve dans nos automobiles après, pour les motoristes, ces trucs? C'est un peu les mêmes arguments, mais... Pour moi, les mêmes arguments, les mêmes choses. Ouais. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ces records-là? Oui, non. Est-ce que ça fait avancer les futures voitures électriques qui seront là demain dans nos rues? Peut-être. Moi, je pense qu'il y a quand même une part de recherche qui amène des avancées, des technos qu'on peut retrouver après chez nous, dans le grand public. On a dit ça beaucoup de la Formule 1, du sport, des sports moteurs de manière générale, et en fait, il s'avère que, pour avoir rencontré des gens qui connaissent vraiment bien le milieu de l'automobile, ils en apprennent plus du monde du poids lourd pour ce qui est de l'automobile que du monde du sport. C'est-à-dire que parce que les budgets n'étant pas les mêmes pour les poids lourds, après ils peuvent plus facilement, par exemple, l'ABS, c'est quelque chose qui avait été imaginé au départ pour les poids lourds. Et après, tu vas le mettre sur l'hélico. Et c'est le start-stop avec des airbags. mais voilà, c'est des choses comme ça. Donc, c'est aussi une question de faire passer la pilule auprès des écologistes en disant regardez, c'est bien pour l'écologie, on apprend à rouler pour moins cher, etc., etc. Oui et non. Exemple récent, et après on passe à la suite parce qu'on tire un peu cet épisode en longueur, comme vous l'avez pu le remarquer. C'est le Mans, c'est ce week-end, je pense, les 24 heures du Mans. Il y aura une Toyota Prius hybride. En juin, c'est bientôt. Donc voilà, ça fait un peu la publicité pour Toyota en même temps. Est-ce que pour autant, quand vous achèterez la future Toyota Prius, est-ce que vous aurez la même que celle qui va tourner pendant 24 heures au Mans? Non, jamais. Ça n'a aucune, à part la forme de la carrosserie, c'est le reste. Il n'y a rien d'origine dedans. Le logo de la marque. Et le logo de la marque, oui, effectivement. Allez, on termine cet épisode avec, comme on l'a commencé quelque part, hein, on a commencé avec la lettre A comme Apple, on va terminer par Vision Pro quand même, parce que c'était l'annonce phare, j'ai presque envie de dire, de la keynote Apple de cette semaine, Thierry. Oui, et puis vous savez, je vis dans les Alpes suisses, donc je pratique du ski et j'ai déjà une paire de lunettes de ski, donc cette keynote m'a pas apporté grand-chose. Au revoir, merci, à la semaine prochaine. Non, je pourrais résumer à ça le fait que voilà, ça y est, c'est officiel, Apple se lance dans les lunettes et dans le monde de la réalité augmentée, la réalité virtuelle. Moi, c'est pas les lunettes dont je vous parlais parce que, comme tu l'as dit, Marc, il y a déjà pléthore de gens qui le font, le nombre de caméras, qu'il y a du lidar, qu'il y a des écrans, des machins, etc. C'est un beau produit. Voilà, que là, ils vont, je pense, enfoncer clou là où, par exemple, chez Facebook, même avec l'Oculus 3, non, ça décolle pas, ça marche pas. Non. J'ai l'impression que il va se passer quelque chose là avec l'avènement de ce produit. Mais c'est du côté de la bourse que c'était intéressant de suivre ce qui s'est passé, puisqu'effectivement, minute par minute, seconde par seconde, la bourse a été le pouls direct de ce que a annoncé Tim Cook, le fameux One More Thing, puisqu'effectivement, on a pu voir la bourse monter, et quand les investisseurs, quand les boursicouteurs ont appris que, le produit s'adressait au monde du travail, boum, première chute. Deuxième chose, effectivement, il y a un peu de divertissement, machin, etc. Pourquoi pas? Mais on est sur un placement de produit qui est quand même assez
presque B2B, hein. Tout ça renforcé par la deuxième annonce qui a fait replonger à nouveau l'action de Apple. Alors je vous rassure, quand je parle de dévisser, on parle de 3%, mais ça n'a pas convaincu les investisseurs quand on a parlé du prix d'entrée, puisqu'on n'a pas le reste du prix. Il y a eu 3 dévissages en fait au niveau bourse. L'annonce, le fait que ces lunettes s'adressent au monde du travail, que son prix d'entrée est de 3500 boules, c'est quand même beaucoup pour quelque chose. D'après les gens qui ont testé l'écran, oui, pas mal, mais on peut aller plus loin parce qu'on nous a vendu du 4K pour chaque œil. Mais la troisième truc qui a dévissé tout ça, c'est le fait que ça soit pas disponible avant l'année prochaine et que pour le marché US. Donc, si on regarde l'agenda général, généralement pratiqué par Apple, si par exemple on dit allez ça sort au mois de juin aux États-Unis l'année prochaine, peut-être qu'en septembre en Europe on l'aura aussi, mais ça reste à vérifier. Donc ça n'a pas convaincu. C'est là où on a du 50-50, des personnes comme moi qui se disent on est en train d'enfoncer le clou, Apple confirme quelque chose et ils ont une approche au niveau ergonomie, au niveau utilisation qui laisse sous-entendre que ça peut le faire, que ça pourrait être intéressant, mais le public visé, le positionnement de prix et puis les dates de sortie, ben voilà, de nouveau, laisse dubitatif tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager là-dessus, parce que vous allez trouver plein d'autres infos sur les... Et ce qui nous manque tous, j'essayerai au mois de janvier au CES d'aller dans un Apple Store si elles seront à disposition pour les tester. Oui, bah ouais, soit de vous ramener une paire, soit en tout cas de m'amuser avec, parce que c'est ça qu'on attend. Je voyais un article, Thierry, juste avant qu'on enregistre, de nouveau, le parfait titre. En fait, ça coûte beaucoup moins cher que 3500 à fabriquer, machin, etc. Oui, ça coûte à peu près la moitié du prix à fabriquer, parce qu'il y a quand même de la haute technologie dedans. Mais quand tu fais le compte du fait qu'il a fallu quand même développer les applications qui vont pouvoir... Parce que c'est pas le tout de sortir un device, il faut aussi qu'il y ait des applications. Et ça, Apple sait faire. Bien sûr. Les applications, la recherche et développement, les ingénieurs qu'il a fallu pendant je ne sais pas combien d'années pour travailler sur ce projet. 6 ans ou plus, 6 ou 7 ans, je crois. Amortir cette recherche, etc., etc. C'est pas cher payé par rapport et sur un produit qui n'a pas encore de demande, il n'y a pas d'offre, parce qu'ils partent tout nus sur ce truc-là. Donc, moi, je trouve que c'est pas cher. On peut aussi penser que c'est plus un premier contact avec, peut-être, tu le disais, le monde pro et particulièrement les développeurs qui vont, eux, développer des applications et des cas de figure peut-être intéressants par rapport à l'usage qu'on peut faire de ce genre de... Ouais, mais Microsoft avait tenté la chose avec HoloLens. On a vu que la sauce n'a pas pris. Oui, mais il n'y avait pas d'application. Ouais. C'est tout simple. Ouais. L'exemple qu'on m'a montré, c'était, rappelez-vous de Nokia, à la fin de Nokia, au moment où l'iPhone est sorti, la promesse de l'iPhone, c'était des applications. C'était un écran tactile, c'était joli, et des applications. Il était beaucoup moins bon que le Nokia, qui avait un super appareil photo, machin, etc., mais qui n'avait aucune application. Regardez qui a gagné. Donc, je pense qu'à terme, voilà. Alors, moi, maintenant, sur la VR, de manière générale, j'ai un gros doute. Je pense qu'on est passé un peu à côté du truc. Tout le monde, le métavers, etc. Je sais pas. Alors, c'est parce que c'est pas le buzzword du moment. Hein, c'est passé de mode. C'était l'année passée. Maintenant, on est sur IA. Oh là là, il va falloir faire quelque chose pour l'IA maintenant. Caramba, encore raté. Mais donc, voilà. Moi, j'ai un doute là-dessus. Mais on va laisser Aurélien aller... Oui, Aurélien, vas-y, dis-nous tout. Ouais, tu dis que c'est cher, mais si tu ramènes 3500 € au prix du Pixel, c'est pas cher. Hein. C'est ça. On a bien fait d'attendre. Par œil. C'est 4K par œil. Attention, monsieur. Ah ouais. 8K, c'est 50 centimes le pixel, c'est pas cher. Hein. Non, mais j'ai du bon pixel, pas cher. Oui, c'est ça. Qui n'en veut qui veut des bons pixels? Tu dérives vers l'influenceur, là, Thierry. Oui, il faut faire attention. Ça ressemble à du placement. Je vais aller habiter Dubaï. Je vous enverrai une carte postale. Voilà qui conclut donc cet épisode des technos. Il y aura évidemment un bonus parce que, nous sommes en verve, donc nous n'allons pas hésiter à pousser un peu plus loin avec 15 minutes supplémentaires d'un épisode, enfin d'un bonus qui arrive ou qui est peut-être déjà là. Comme disait Sébastien la semaine dernière, s'il est déjà là, pourquoi on l'enregistre? Voilà, c'est une mise en abîme un petit peu originale.
génial. Je vous laisse réfléchir à ça. Vos commentaires sont évidemment toujours les bienvenus, quel que soit le sujet. On vous rappelle que les liens, les sources, puisque c'est une revue de presse, sont à votre disposition aussi. Allez cliquer dessus, allez jeter un œil. Revenez nous dire ce que vous en avez pensé. Peut-être gratter un petit peu plus loin pour voir, parce que peut-être qu'on a survolé le truc. C'est un petit peu notre spécialité, hein, survoler les articles. On n'a jamais prétendu aller en profondeur. Ça, on laisse aux professionnels de chaque domaine de le faire. Nous, c'est notre curiosité qui nous anime et qui nous permet comme ça de produire un podcast hebdomadaire et son bonus. Merci en tout cas Aurélien, à très bientôt. Merci à Thierry, à très bientôt. Salut. Et on se dit du coup à très bientôt. J'ai envie de terminer comme ça. C'est bien aussi. À très bientôt. Au revoir.